Salut, c'est Franck Taluto. Bienvenue pour ce deuxième épisode avec Romain Révelli. Après avoir évoqué son parcours de Saint-Etienne à Dunkerque, il développe ici ses convictions en tant qu'entraîneur, ses sources d'inspiration, comment et pourquoi il est important de se renouveler. Il évoque aussi le travail avec les nouvelles générations et imagine l'évolution du football. Dessous de verre numéro 28 et épisode 2, ça commence maintenant. Romain, je voudrais terminer par une partie plus générale sur ta personnalité, ton profil d'entraîneur. Bon, tu es encore jeune, je crois que tu vas avoir 45 ans cette année, mais tu es déjà assez expérimenté. Oui. Comment tu te définirais en tant que coach ? Quels sont c'est peut-être des grands mots, mais tes convictions, ta philosophie de jeu ? Je pense que je suis jeune déjà dans le métier d'entraîneur et que j'ai conscience que je serai bien meilleur dans 10 ans et qu'il n'y a que l'expérience qui fait que je serai meilleur dans mes choix, dans mes résultats, dans mes compos. Parce que c'est un métier, en effet, j'ai une certaine expérience, notamment de l'entraînement, de la gestion d'un vestiaire, de la gestion d'un match. Mais la relation aux hommes, on n'est que meilleur avec les cas qu'on rencontre et la gestion des hommes, des saisons. Et j'ai pas tant de saisons que ça en tant que numéro 1 finalement. Donc j'ai conscience que je suis quelqu'un très performant à mon avis sur beaucoup de choses et que j'ai tout ce qui touche à la méthode, à l'entraînement, à la partie technique, on va dire, et tactique du football, et que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire, mais qui viendront avec l'expérience et le temps, la sérénité, même si ça va beaucoup mieux en termes de gestion, un petit peu de communication, de communication même en interne avec mes joueurs. Moi, je suis un petit peu, c'est un petit peu mon défaut. Je parle beaucoup, je suis très passionné, mais j'ai du mal parfois, à avaler des couleuvres. Je suis un peu trop. Ça m'a joué des tours dans ma carrière, à l'image de Saint-Etienne, à l'image de départ de certains clubs. J'ai beaucoup à m'améliorer là-dedans. Mais après, en toute humilité, je dis ça, en toute humilité, quelqu'un que j'aime beaucoup sur le terrain, même si j'ai pas tout à fait les mêmes principes de jeu, mais un entraîneur comme Bielsa, par exemple, je veux pas du tout me comparer à lui, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses que j'ai lues sur lui que j'aime beaucoup, sur les sorties de balles, sur des choses de terrain, mais parfois dans le côté un peu fermé, le côté pas lâcher sur certaines idées, du coup des fois partir d'un club ou en démissionner ou des choses comme ça, ça peut me ressembler. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon. J'ai conscience qu'il faut être plus calme, plus patient avec les gens, que tout le monde dans votre club, le directeur sportif, le président, les gens qui travaillent autour de vous, ils sont pas tous comme vous, ils ont aussi des idées, il faut écouter, être plus à l'écoute. Je m'améliore, mais je pense que c'est un défaut et une qualité en même temps, parce que c'est une forme de liberté. Voilà, alors peut-être que je sais pas où je serai dans 10 ans, à quel niveau j'entraînerai, mais au moins, je meurs avec mes convictions, quoi. Comme on dit, les gens me disent souvent ça de moi. Ils disent le coach, bon, il est comme il est. Il parle beaucoup, il est passionné, il est des fois excessif, il est proche de nous, il est un peu dans mon jeu aussi. Moi, par exemple, j'ai du mal, même là à Dunkerque où on joue le maintien, je peux pas arriver à pas faire jouer mon équipe, pas partir de derrière, pas avoir un jeu comme ci, comme ça, vertical. J'ai du mal parfois. Voilà, je suis comme je suis. Tu parlais de Bielsa, tu disais aussi au début que tu aimes bien lire. Est-ce qu'il y a des personnes ou des sources d'inspiration vers lesquelles tu vas chercher des réflexions, des idées ? Oui, je vous dis, j'adore lire. Donc, des fois, c'est des lectures très simples. Moi, j'aime beaucoup la bande dessinée. Alors là, j'y vois aucune source d'inspiration, mais ça, c'est vraiment détente. Après, j'aime beaucoup... voilà, je lis des bouquins. Par exemple, moi, un livre qui m'a beaucoup servi, qui n'a rien à voir avec le sport, qui s'appelle les Vertus de l'échec, d'un auteur qui s'appelle Pépin, voilà, qui est un philosophe. Je peux lire ça, comme je peux lire des livres aussi un peu plus classiques pour un entraîneur sur un peu à l'image des documentaires sur la vie des sportifs, sur les entraîneurs, sur les grands joueurs. Je prends des choses là-dedans. Je lis beaucoup la presse sportive, tous les sports. Je m'inspire beaucoup des autres sports. Je lis en entier le journal L'Équipe
pratiquement tous les jours, en entier. C'est-à-dire que je lis la boxe, le hand. Je suis un passionné de sport, je regarde beaucoup de sport à la télé et je lis beaucoup. Voilà, ça peut être aussi, j'ai une application où j'ai beaucoup de revues, je lis beaucoup l'Express par exemple. Des fois, je m'inspire aussi du monde politique, dans l'aspect, voilà, dans l'aspect un petit peu, le parcours aussi un peu chaotique que peuvent avoir certains politiques, mais qui ont gardé des convictions, qui ont eu certains des échecs, qui sont, voilà, donc j'aime beaucoup les mots, la lecture, l'écriture, j'aime bien tout ça, ça me détend. C'est des choses après, plus tard, quand j'aurai assez fait le métier d'entraîneur, j'aimerais beaucoup écrire des livres sur le football, parler de mes expériences, être recruteur pour faire des rapports. J'aime ce côté-là, moi, des mots, le côté expliquer à des journalistes ce que c'est vraiment. De prendre le temps. Ah, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà d'échanger avec des gens d'autres sports ou peut-être du monde de l'entreprise, sur le management notamment? Oui, oui, bien sûr, ça, j'adore échanger. Je connais quelques chefs d'entreprise à Saint-Étienne avec qui j'ai échangé sur ça. Moi, je m'intéresse à tout. Là, à Dunkerque, je suis allé voir il y a très peu de temps, une association m'avait invité de basket fauteuil basket, des jeunes qui avaient des handicaps. C'était intéressant de parler avec leur coach tactiquement, expliquer plein de choses. Voilà, dans le management aussi de ces gens. Donc voilà, ça peut passer par d'autres sports, du handicap ou du très haut niveau. J'ai hâte, parce que je sais qu'il veut me rencontrer, d'échanger avec mon collègue, c'est un territoire de hand ici à Dunkerque, Mhm. avec Patrick Casal, voilà, qui est bon, un grand entraîneur et qui vient voir mes matchs. Moi, j'ai pas eu le temps, mais je vais essayer d'aller voir ses matchs de hand, d'échanger avec lui, voilà, avec des chefs d'entreprise qui ont une autre logique, une autre vision, même si c'est pas toujours mes idées ou mes convictions, mais du management, voilà. C'est vrai qu'il faut. Je suis assez ouvert au monde et à toutes ces choses-là. C'est ça la culture aussi, un peu qui me nourrit dans mes causeries, dans des valeurs que je veux faire passer à mes joueurs, ce qui me construit. La causerie, justement, je voulais t'interroger là-dessus. Il y a eu carrément des documentaires tournés là-dessus, parce qu'a priori, c'est un moment important avant un match. Mmh. Comment tu abordes, toi, cet exercice? Est-ce que tu prépares beaucoup? Est-ce que tu parles avec ton cœur? Comment tu gères ce moment-là? Ouais, c'est un exercice. Bah, cette année, en plus, j'ai laissé le club filmer beaucoup de mes causeries parce que pour faire des reportages pour les supporters, tout ça, et puis parce que moi, ça me permettait de les revoir. Là, je crois que c'est un peu tout, hein. Il faut la préparer. Quand on la prépare pas, moi, pour ma part, on n'est pas bon, donc il faut la préparer. C'est de bien la préparer que ça nous permet justement d'avoir une grosse maîtrise. Et quand vous avez une grosse maîtrise, bah, vous pouvez justement vous lâcher un petit peu sur les émotions avec votre cœur, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. C'est un exercice que je prépare beaucoup, mais qui me déplaît pas, mais bon, qui est à prendre avec des pincettes, hein, des moments où, vous savez, c'est pas les plus grosses causeries, les meilleures que j'ai fait, qui étaient pourtant où les gens qui étaient dans la salle, mon président ou mon staff, m'ont dit, mais coach, là, on a envie d'aller à la guerre tout de suite, qui fait qu'on a gagné le match, hein. Attention, hein. C'est une atmosphère aussi de semaine. Voilà, des moments, l'équipe aussi, il faut accepter qu'elle y est et vous le sentez tout de suite et la causerie ne changera rien. Mais quand même, c'est quelque chose d'important. Avec le temps, qu'on réduit de plus en plus, on essaie de plus en plus authentique, d'aller à l'essentiel, parler avec son cœur. Donc tout ça, c'est de l'expérience, mais c'est aussi une grosse préparation. Est-ce que c'est simple de se renouveler plus que d'aller chaque semaine avec le discours, allez les gars, on se bagarre jusqu'au bout, on lâche rien, parce que ça va bien au-delà. Mais je pense que ça, c'est une très bonne question que tu me poses. En fait, le plus dur dans notre métier, c'est se renouveler tout le temps. Les exercices, garder ce qu'il faut garder, hein, parce que tu ne peux pas changer tous les jours les causeries, les exercices, les principes de jeu. Il y a, des fois, d'une semaine à l'autre, dans tes causeries, il y a une cohérence. Tu peux reprendre des choses, raconter une histoire. Il y a une semaine, on a commencé à faire ça, mais cette semaine, c'est presque une histoire sur 2, 3 semaines. Il y a plein de choses à faire. Dans l'entraînement, c'est pareil, mais tu peux pas non plus tout le temps changer. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Mais quand même, globalement, tu t'aperçois que c'est un sport de haut niveau qui va tellement vite. Le jeu, déjà, tes principes de jeu, tes idées du jeu, tes idées du management, euh, ton expérience. Quand tu es dedans, tu n'as pas d'analyse sur ton expérience. Il faut profiter aussi des périodes de recul quand tu es, par exemple, sans club, un peu au chômage, sans club, ou des périodes où il y a moins de matchs dans ta saison, où il faut se réinventer. Toujours. Tu peux pas.
avoir 15 jours de vacances et dire je décompresse, je pense pas à ça. Justement, c'est des périodes où, comme tu disais tout à l'heure, ça tourne tout le temps pour se réinventer, pour dire mais qu'est-ce que j'ai bien fait, ça faut que je le garde, mais ça à l'inverse. Et ça, c'est le plus dur. C'est un petit peu comme le peintre qui doit créer, le musicien qui doit créer. Il compose deux, trois belles chansons, mais après, il doit en composer toute sa carrière et il n'a plus la créativité parce qu'à un moment, sa créativité, elle va passer par des sources d'inspiration, par de la réflexion. Et sinon, tout talentueux qu'il est, il va pas créer une belle chanson parce qu'il bosse plus. Donc c'est tout ça, si tu veux, qui est le plus dur dans notre métier. C'est de se réinventer dans les causeries, dans les discours, dans les principes de jeu, en ayant une continuité, pas faire n'importe quoi. C'est vraiment une richesse aussi. Hein, ça nous permet de rester jeunes, d'avoir toujours notre cerveau qui travaille en ébullition. C'est passionnant. Et tu as répondu en partie à une de mes dernières questions. Le foot et notamment entraîneur, c'est un métier où on peut avoir la tête dans le guidon, puisque tu le disais, tu es très sollicité. Mais oui. Ce sport bouge hyper vite. On voit par exemple que José Mourinho, c'était le coach numéro 1 il y a pas si longtemps, et aujourd'hui il est en difficulté un petit peu partout. Comment on fait pour s'adapter concrètement et se renouveler? Ben, je pense que c'en est le bon exemple d'un coach qui est encore très compétent, mais qui à un moment a peut-être pas pris le temps de réinventer des choses, de s'adapter à des nouvelles générations, de changer ses méthodes. Justement, Christophe Galtier disait l'autre fois dans un article que c'est plus le même que quand il était déjà avec moi à Saint-Etienne, qui a changé beaucoup de choses. Et lui, c'est toute sa force. C'est quelqu'un qui est dans le move tout le temps, qui va avoir un temps d'avance. Et je pense que c'est le futur des entraîneurs. Et puis après, il faut accepter aussi une chose qui est pas négative, c'est qu'à un moment, à l'image par exemple de l'exemple de Mourinho, c'est que aussi des fois on peut pas toujours se réinventer, que des fois il faut accepter qu'on est un coach d'un certain niveau, qu'on a un style, et puis qu'il faut prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir à, comme je dis souvent aussi, des fois à faire des saisons moyennes. Hein. Dans ta carrière, il faut accepter que sur 40 saisons ou 30 saisons d'entraîneur, peut-être une fois tu vas gagner un titre, hein, ou une fois tu auras une montée, mais que tu auras des super belles saisons, tu auras fait progresser des joueurs, des clubs, et que tu auras été milieu de tableau. Des fois, tu auras même eu des échecs dans une finale ou dans une descente. Bon, il faut l'accepter, ça. C'est pas pour ça que tu ne vas pas bien faire ton métier, pas faire avec passion, ou moins que celui qui se réinvente tout le temps parce qu'on voit le très très haut niveau. Mais c'est vrai que pour rester à un certain niveau, il faut quand même pas chômer. Il faut quand même euh, toujours essayer de cogiter, mais de se réinventer, c'est un bien grand mot. C'est déjà de réexister pour tenir à un certain niveau. Pour ma part, moi, qui est de la Ligue 2, du National, et puis des fois, accepter que c'est la patience, que c'est le temps qui t'amène ailleurs. Donc voilà, en tout cas, il faut toujours garder la passion et l'envie de réfléchir. Ça, si tu l'as plus, peut-être c'est ce qui peut arriver à des gens, je sais pas, comme Mourinho, où après, tout d'un coup, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça te broie. Tu n'arrives même plus à travailler presque, parce que voilà, tu n'as plus la force mentale, parce que tu n'as plus faim, tu n'as plus la force. Déjà, se réinventer, c'est garder la force mentale, hein, que demande notre métier. Et toi qui gravites dans le monde pro depuis 10-15 ans, qu'est-ce qui a le plus évolué pour toi? Dans le jeu et autour? Pas trop dans le jeu. Moi, le jeu, le fait de beaucoup regarder les matchs, tu vois les évolutions, donc tu arrives à les adapter à ton petit niveau. Si tu regardes les matchs et si tu es à l'écoute, tu lis des articles, tu regardes les matchs, les grandes compétitions, c'est toujours dans les grandes compétitions qu'il y a les nouvelles stratégies tactiques, il y a des nouvelles philosophies, il y a des choses qu'on voit plus, des contre-pressing, des choses comme ça. Donc toi, voilà, il y a aussi les dialogues, les formations d'éducateurs, tout ça qui fait que tu vas être au parfum de tout ça. Non, le plus dur, et encore, moi je suis très jeune, c'est l'évolution des mentalités, mais pas négativement, positivement. Mais là, c'est plus dur pour des gens comme nous, parce que aujourd'hui, les garçons, allez, moi j'ai des enfants de 20 ans, par exemple, c'est déjà, pourtant j'ai 44 ans, je suis pas vieux, mais c'est déjà plus du tout les mêmes codes. Et donc toi, en tant qu'entraîneur, c'est pas évident quand tu as des convictions de valeur, de travail dans un style, de méthode, et qu'aujourd'hui, il faut adopter d'autres méthodes pour ces nouvelles générations qui, je pense, vont beaucoup plus vite que nous. Moi, je le vois avec mes enfants et je le vois avec mes joueurs. Hein. Moi, quand je jouais en national avec le Puy, ça allait moins vite. On était bons, mais on était moins bons et le jeu allait moins vite que mes joueurs de maintenant de national ou de Ligue 2, au même niveau. Ça évolue. Par contre, euh, par contre, c'est vrai que maintenant, c'est une génération qui fonctionne différemment, qui zappe beaucoup plus, qui accorde pas d'importance à grand chose, mais c'est toute leur force. C'est une génération qui est beaucoup plus éveillée que nous, beaucoup plus intelligente que nous, je pense.
Mais voilà, toi, tu es un peu là-dedans. Donc, moi, je fais encore partie des gens qui ont connu des méthodes d'apprentissage. Pour moi, en tant que jeune joueur, avec des formateurs à l'image d'Alain Blachon que j'ai eu, qui était magnifique, mais qui était dans d'autres dynamiques. Donc, on a quand même été formé comme ça. Et aujourd'hui, ça change un peu avec ces nouvelles générations. Il faut adopter d'autres méthodes. Et c'est ça, je pense, qui, pour en parler avec beaucoup de mes collègues, qui nous contrarie le plus. C'est le plus dur. Donc au final, on voit où des très très jeunes entraîneurs qui sont très proches de leurs joueurs à très haut niveau et qui arrivent parce qu'ils ont compris certaines choses, ou des plus anciens qui ont le côté beaucoup d'expérience paternaliste et qui arrivent aussi. Et c'est vrai que l'entre-deux, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on se cherche un peu, faut trouver son style, faut trouver son style avec ces générations-là. Et c'est ce que je ressens un peu pour ma part. C'est pas le jeu qui pose problème. C'est une génération qui est très douée, qui va plus vite, mais qui est surprenante, surprenante, qui parfois est un peu désinvolte, s'en fout un peu de tout, mais moi je vois avec mes propres enfants, qui sont des enfants magnifiques, qui sont étudiants à haut niveau, qui font des super choses, mais qui ont un fonctionnement parfois un petit peu de laisser aller sur des trucs, mais c'est ce qui fait leur force sur d'avoir moins de stress peut-être, moins soucieux que nous. Voilà, donc nous, ça nous perturbe un petit peu parfois dans l'apprentissage des entraîneurs. Cette génération, elle est très portée sur l'image. Elle utilise aussi beaucoup les données, les statistiques, etc. Oui. C'est vrai que le grand public voit passer de plus en plus ce genre de choses, des expected goals, etc. Toi, en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est un outil sur lequel tu t'appuies ou on en fait un petit peu beaucoup par rapport à ça? Non, je pense que alors je m'y appuie énormément dessus. Je pourrais pas préparer mes matchs sans ça, mais j'ai plein de données. J'en ai là, je suis à mon bureau, j'en ai sur mon bureau que mes adjoints me donnent des choses. Ils savent ce que je veux, donc j'ai des choses, des documents où je vais à l'essentiel, des comptes rendus de ma séance de ce matin sur des vitesses, des nombres d'accélération. Ça peut être des statistiques tactiques, en effet, le nombre d'occasions par joueur, tout ça. Donc je suis attentif à tout ça. Ça m'intéresse énormément, mais je pense qu'on en fait quand même trop et qu'il faut garder tout ça. Il faut arriver à le justement dans ta tête. Il faut pas que ça te noie. Il y a tellement de données maintenant dans la tête d'un entraîneur et de choses à gérer qu'à un moment tu entre manager les joueurs, les données tactiques, la communication, mais il faut pas en oublier l'essentiel, quoi, qui est aussi de travailler sur le terrain quand même. Voilà, donc moi je fais toujours attention à ça. Moi, le moment fort de ma journée, c'est quand même quand je suis les 2 heures sur le terrain le matin où je dois être bon, où je dois tout donner, où il doit y avoir de l'intensité dans la préparation du match, dans la répétition technique, tout ça. Après, le reste, bon, c'est important, mais faut pas se tromper. Donc, j'essaie de garder ça en tête quand même, d'avoir le terrain avant tout en ligne de mire dans ma journée, avant les stats. J'en arrive à ma dernière question cette fois. Alors, je sais que tu as pas de boule de cristal, enfin, je pense pas, mais quelle sera pour toi la prochaine grande mutation de ce jeu dans le futur? Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est la grande évolution pour moi, et c'est ce qui me plaît le plus à très haut niveau, et on y va de plus en plus, on va y aller encore plus. Et c'est là où j'aimerais arriver à faire prendre conscience à mes joueurs. Je vais pas te parler d'une évolution technique ou tactique. J'ai pas la prétention et j'ai pas le niveau de me projeter, d'arriver à dire dans 2 ans, voilà ce qu'ont fait certains entraîneurs, attention, hein, à très haut niveau, avec des réussites, à l'image de Guardiola, qui à un moment ont repris le football total, ont réinventé des choses qui ont été suivies par tout le monde, remis au goût du jour un football comme ci, comme ça, de possession, de transition, mais qui ont eu des échecs aussi. Hein. Guardiola, par moment, il a essayé des mouvements de joueurs avec ses latéraux. Bon, c'est pas ce qui, pour moi, il pose le plus de problèmes à une équipe. Donc, c'est des gens qui tentent des choses. Moi, j'ai pas cette prétention même si j'adore la tactique et la technique et c'est mon domaine. Moi, je dis souvent que c'est le mental qui entraîne, qui est le moteur qui entraîne tout le reste, qui est le mental d'un joueur et le mental d'une équipe. La force de caractère, notamment d'une équipe, entraîne tout le reste. Mais en avant tout ce que tu as bien travaillé, la technique, la tactique, le physique. Et je crois que l'évolution du football, elle va surtout sur maintenant un football où je crois vraiment que les joueurs et les équipes doivent avoir conscience que maintenant, peu importe le poste, et je crois que ça va être la prochaine évolution, et on le voit déjà un petit peu apparaître. Aujourd'hui, toutes les équipes jouent bien, je trouve, moi, dans mon niveau, proposent des bonnes choses, et aujourd'hui, tous les joueurs doivent être capables, et c'est là où il doit y avoir l'évolution, j'en viens à ta question, doivent être capables d'aussi bien d'attaquer que de défendre, quoi. Et c'est là où je pense qu'il faut que les joueurs aient conscience que c'est là-dedans et les entraîneurs qu'il faut verser.
moi, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup, ça. Tous les joueurs ont des points forts, les défenseurs doivent bien défendre, en effet. Mais aujourd'hui, un attaquant est dans le futur qui n'a pas envie de défendre ou qui n'est pas capable de faire tant de courses à haute intensité, qui n'est pas capable de répéter des frappes, ben, il n'existera plus. Il n'y a plus vraiment de poste, quoi. Et je crois que l'évolution du foot pour les joueurs, elle va là-dedans. Et elle va dans le fait aussi maintenant d'une importance énorme, énorme, au vu de l'intensité des matchs, dans l'entraînement invisible. Je crois qu'aujourd'hui, un joueur, il s'entraîne avec son club pour les aspects, on va dire, cohésion d'équipe, stratégie de ce qu'on va faire, de créer la mayonnaise. Mais aujourd'hui, il doit s'entraîner autant en dehors. Je parle d'un footballeur pro. Il doit mettre en place, il doit avoir son kiné, il doit avoir son kiné, il doit avoir son diététicien, il doit avoir. C'est le minimum. C'est le minimum. Et je crois que le futur, il est là-dedans. Il est vraiment, à l'image de la vie, il va vraiment là-dedans, dans une optimisation de ce que doit faire le joueur défensivement, offensivement, quel que soit son poste. Et par ça passera maintenant par un entraînement chez lui, je dirais. Pratiquement, c'est le joueur du futur. Le garçon qui a compris ça, il va faire des grandes choses parce que ça va de plus en plus vite. Et je pense que c'est dans cet aspect mental, si tous nos joueurs arrivent à basculer là-dedans mentalement et avoir cette prise de conscience que, comme je dis, le mental entraîne tout le reste. Et on verra un football encore de plus en plus spectaculaire et beau et complet. Mais écoute, je te propose de terminer là-dessus. Romain, on arrive au bout. Merci beaucoup. Je vais pouvoir te laisser te remettre au boulot. C'était un vrai plaisir de parler de tout ça avec toi. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire, donc je suis ravi. Je terminerai juste par ça. On enregistre en janvier 2022, donc c'est encore la période des vœux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est toujours une bonne santé, parce que quand il y a la santé, ça permet de profiter des joies, des joies en famille, des bonheurs de la vie. Tout paraît facile, donc ça c'est vraiment la base pour moi, parce que j'ai une grande famille autour de moi et mes meilleurs moments, je les passe avec mes proches et en famille. Et puis bien entendu, moi mon bonheur il est sportif, donc je suis dans le football compétition, c'est aussi simple que ça, d'un maximum de points, un maximum de réussite, parce que quand les matchs ils vont vite et qu'en plus ça se finit bien pour vous, que vous avez pris votre pied, comme je disais, sur le banc de touche, que votre équipe elle répond, et que derrière il y a les résultats, parce que moi j'ai choisi d'être dans le football pro et non plus la formation, donc il y a que les points qui comptent. Donc on va dire un bon maintien avec Dunkerque, pour moi ça serait comme une victoire en Coupe du Monde. Voilà. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite pour les prochains mois. Encore une fois, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup. Salut Romain. Merci Franck. Merci à Romain pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté notre conversation. Ça vous a plu ? Alors parlez-en à un maximum de personnes autour de vous et sur les réseaux sociaux. Venez aussi mettre 5 étoiles et un commentaire à dessous de verre sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à le faire grandir. Vous voulez prolonger la discussion, débattre, faire des remarques ou donner des idées d'invités ? Ça se passe sur Facebook, Twitter et Instagram. Écrivez-moi aussi par mail à dessous-de-verre@gmail.com. Ciao !